Salut à toutes et à tous, c'est Flo dans le podcast pour vous parler d'histoire. De la petite comme de la grande, le but d'HistoSpeed va être d'avoir une approche historique de deux faits ou de deux concepts historiques, l'un plus ancien et l'autre plus récent. Et ça me semblait important de faire ça, surtout quand on voit les perles du bac et également ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Comme tout bon cliché qui se respecte, j'ai fait appel à un sidekick rigolo. Et pour ça, j'ai choisi un squelette. Pourquoi un squelette? Parce que c'est vieux, parce que ça représente l'histoire. Mes couilles sur ton nez, ça fait un dindon aussi. Bref, j'ai fait appel à Nestor. Salut Nestor, comment tu vas? Avant que t'arrives, ça, ouais. Et dis donc, il fait du brouillard par chez toi là. Oui, c'est parce que je suis mort, du coup. Ok, dis-moi, j'ai besoin de toi pour faire une vanne. Une vanne? Une vanne, là tout de suite, là t'es le sidekick de l'émission, fais-moi une vanne. Ok, alors c'est un prêtre pédophile. Ok, je te remercie. Alors, pour rappel, on va étudier deux concepts, un ancien et un récent, et on va commencer par un terme bien actuel et bien utilisé à tort à travers, le terme geek. Alors, étymologiquement, le terme vient de l'argot American Folklier, qui désigne quelqu'un ayant une passion très précise pour un domaine en particulier. Par exemple, si ta grand-mère adore le macramé, c'est une macra geek. Si ta sœur adore le cinéma, c'est une ciné geek. Et si ton grand-père adore Adolf Hitler, c'est un nazi. Putain, qu'est-ce que je fous là? Mais dans la culture populaire, le terme geek renvoie à un fan de tout ce qui est culture de l'imaginaire, cinéma, jeux vidéo, littérature. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et c'était beaucoup moins luisant à l'époque. Et pour le comprendre, on va se replonger dans le grand livre du temps, de l'histoire et de la vie. Donc, on va dire que du XVe siècle, première apparition du terme geek dans l'œuvre du moine anglais Alexandre Barclay jusqu'aux années 1960, et ben le terme geek, ça renvoie pas à quelque chose de très positif, hein. C'était un peu le taré du coin, celui que l'on mettait de côté. D'ailleurs, William Shakespeare en parlera dans des termes assez péjoratifs dans son œuvre La Nuit des Rois en 1601. Donc pour un exemple plus concret, on peut se pencher sur le cas des Austro-Hongrois, des gens à l'humour fin et subtil, qui au XVIIIe siècle, pour rendre leur défilé plus attractif, faisaient appel à des geckens. Des geckens, c'était des handicapés, physiques ou mentaux, à qui l'on jetait des trucs à la figure. La vie est une grosse pute. Et enfin, pour les premières traductions françaises, on va faire appel au travail du fils de Victor Hugo, qui au passage a une putain de moustache, et qui a traduit le terme geek par le terme plastron, qui, si on suit la traduction du Petit Larousse académique, désigne quelqu'un victime de raillerie et de moquerie, un peu comme Nestor en fait. Mais je t'emmerde. Si on veut être un peu chauvin, en France, on peut également trouver des origines du terme geek, notamment dans le nord et l'est de la France, qui sont deux régions très friandes de carnaval et de nourriture très équilibrée, qui utilisent souvent le terme geek, qui peut être désigné comme un fou de carnaval. Mais comme je l'ai dit, il va falloir attendre les années 60 pour que l'image du geek se fixe dans l'imaginaire collectif. C'est à partir de ces années d'essor de l'informatique que le geek va évoluer, un peu comme les Pokémon, de manière significative. Au départ, il va être souvent très rattaché à l'image du nerd actuel. Ça veut dire asocial, portant des grosses lunettes et physiquement assez repoussant. Ouais, bah un peu comme toi en fait. Et en ce sens, les geeks peuvent remercier le fondateur de la Beat Generation, Jack Kerouac, qui va être le premier à rallier le terme geek à celui de l'étudiant asocial. Et ça va malheureusement se développer dans les campus, et le geek va devenir une insulte de cours de récré, au même titre que le nerd, comparé au jock qui lui va être le beau gosse adulé des filles et qui fait généralement du football américain. Mais c'est parallèlement, dans les années 60-70, que va se développer une vraie culture geek qui va se développer autour de trois points, autour d'une sainte trinité du geek. Et oui, comme vous avez vu, on a beaucoup de moyens dans l'émission. Alors le premier point va concerner le jeu de rôle Donjons et Dragons, le second les comics, et enfin, troisième point, un petit auteur, Tolkien, qui aurait inventé une toute petite histoire d'un nain qui se promène avec un vieux barbu dans les montagnes. Et cette passion va permettre aux geeks de vivre des aventures extraordinaires et de sortir de leur quotidien morose à travers le pouvoir de l'imaginaire. Mais malheureusement, la société américaine, encore très puritaine à cette époque-là, va continuer à les marginaliser. Notamment les comics vont être accusés d'augmenter la violence chez les geeks et chez les jeunes, plus principalement. On va même accuser Batman d'être homosexuel alors que tout le monde sait que c'est Robin le gros gay. Il va donc falloir attendre les premiers gros succès commerciaux de Star Wars, de l'informatique et des jeux vidéo pour que la culture geek soit enfin reconnue.
Le geek va devenir cool car il est le seul qui possède toutes les clés de cette culture qui déferle aux États-Unis. J'en veux pour preuve le succès énorme des bornes d'arcade avec notamment Space Invaders créé en 1978, ce qui va encore accentuer le phénomène. Et parallèlement, au Japon, une petite société existant depuis 1889 se lance dans le marché du jeu vidéo avec la création de la Famicom qui sort en 1983 au Japon et en 1985 aux États-Unis, console mieux connue sous le nom de NES en Europe où elle sort en 1986. Le succès énorme de la console ainsi que de Super Mario Bros, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, va finir de parachever l'intégration du geek dans la société. Et oui, toi, camarade gamer, sois fier de ce que tu es et d'où tu viens. Toi qui as subi les railleries et les moqueries, sois fier car tu viens de loin, je dirais même d'une autre galaxie. Et enfin, pour commencer cette seconde partie, j'avais un peu envie d'évoquer avec vous des sujets joyeux, comme le printemps qui chante, l'odeur des crêpes au Nutella, pour vous parler des régicides. Ok, alors pourquoi? En fait, j'ai jamais été très fan stricto sensu de l'histoire politique ou alors de l'histoire religieuse, et des faits extraordinaires comme les régicides m'apparaissaient souvent comme intéressants, peut-être lié au fait que je sois un dangereux psychopathe. Enfin bref, le terme régicide se compose de deux parties. Reg, qui évoque le fait de diriger ou de régir, dont va découler le terme rex, qui n'est pas le nom d'un teckel à poil dur, mais qui se rapporte au roi. Et enfin, cid, qui se rapporte au verbe latin caedo ou chaedo. Les latinistes m'excuseront, j'ai fait l'erreur de faire allemand, ce qui veut dire tuer. Donc le régicide désigne donc le meurtre ou la tentative de meurtre sur un roi, mais également le meurtrier du souverain. Plus communément, on peut dire qu'un régicide, Nestor, c'est... Quand le roi prend bien cher dans sa gueule. Ce que je vais tenter de vous faire comprendre, c'est qu'un régicide, ça n'arrive pas par hasard et que c'est souvent la conséquence d'événements politiques et religieux. Il y a eu beaucoup de régicides, je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais prendre deux cas qui sont pour moi très parlants de ce que j'ai envie de vous dire. C'est le cas d'Henri III et celui d'Henri IV. Donc le meurtre du premier arrive dans le cadre très choupinoupinet des guerres de religion. Pour résumer très grandement, les guerres de religion se résument à un affrontement entre les catholiques et les protestants qui se sont joyeusement mis sur la gueule pendant la moitié du XVIe siècle, entre 1562 et 1598. Cette période a accouché des événements les plus joyeux de l'histoire de France, comme le massacre de la Saint-Barthélemy, où les protestants ont pris très cher dans leur gueule. Et c'est dans ce joyeux bordel qu'arrive notre bon roi Henri III. Salut, ça va ? Intronisé en 1574, il commence directement le cul entre deux chaises, catholique mais voulant l'apaisement des tensions dans le royaume, et se retrouve entre les ultra-catholiques représentés par le duc de Guise et les protestants, aussi appelés huguenots, représentés par son cousin et beau-frère Henri IV. Rajoutez à cela son frère François d'Anjou qui meurt de la tuberculose, et le roi n'a toujours pas de descendance. Ouais, c'est parce qu'il était gay en fait. Il faut dire que le roi a passé beaucoup de temps avec ses mignons, ses favoris, avec qui il passait son temps à se poudrer la gueule, mettre des grosses fraises, s'habiller en dentelle. Ce qui a longtemps fait passer Henri III pour une grosse tata dans une monarchie qui a toujours prôné l'autorité virile. Il faut d'ailleurs savoir qu'en 1580, l'ambassadeur de Savoie n'hésite pas à affirmer que le cabinet du roi n'est autre qu'un lieu qui fleure bon l'odeur de la sodomie sans vaseline. Bien qu'on ne puisse pas exclure le fait que le roi se soit laissé aller à quelques lubricités, c'était avant tout un vrai amoureux des femmes, en témoigne l'amour porté à la reine et à ses nombreuses maîtresses. Pour revenir un peu à nos moutons, le seul héritier légitime devient Henri IV qui est protestant, ce à quoi les catholiques répondent Non. Et décide de mettre la pression sur Riton qui se voit contraint de mener la guerre contre le futur Henri IV. Et bien lui en a pris car il va se prendre une belle branlée à Coutras. Et en même temps, le duc de Guise, qui n'a jamais caché son envie de devenir calife à la place du calife, va rentrer dans Paris triomphalement, dans un Paris qui est rattaché à la cause catholique. Le roi se défend, ce qui donne lieu à la journée des barricades, mais il se retrouve vite esseulé et décide de s'isoler à Chartres. Car c'est bien connu, quand on veut se réfugier du tracas du quotidien, on va à Chartres déguster du pâté et des macarons. Il va donc organiser des états généraux à Chartres, qui regroupent le tiers-état, le clergé et la royauté, en gros les curtons, les pauvres et les riches, pour pouvoir reprendre Paris. Et il va également avoir la bonne idée d'y piéger le duc de Guise en le faisant assassiner par ses hommes de main. Il aura d'ailleurs cette phrase bien célèbre à la vue du cadavre, il a l'air plus grand mort que vivant. Ce qui, au-delà d'être une punchline de dingue, va énerver passablement les ultra-catholiques qui n'hésitent pas à faire du roi l'homme à abattre. Et malheureusement, dans ce cas, ils vont réussir leur coup par le biais de Jacques Clément, qui, non content d'avoir un descendant célèbre dans le milieu du tennis, avait des liens idéologiques très forts avec la Ligue catholique. Il assassine le roi à Saint-Cloud le 1er août 1589 en le poignardant sur sa chaise d'aisance.
en gros sur son pot de chambre, comme quoi il a vraiment eu une mort de merde. Ce à quoi le roi répondit « Méchant moine, tu m'as tué ». Il aurait dit « Aïe » ou encore « Ou le vilain » que ça aurait eu le même effet. Ainsi s'éteint donc la lignée des Valois pour laisser place aux Bourbons avec Henri IV. Salut les copains! Henri IV, un homme du Sud à la barbe fleurie, à l'accent chantant, qui arrive dans un contexte très tendu et son unique but va être de pacifier le royaume contre la Ligue catholique. Malheureusement, ces affrontements vont lui coûter très cher, malgré quelques victoires, et il se contraint, bon gré mal gré, de se convertir au catholicisme afin de pouvoir être reconnu comme roi catholique légitime. Faut dire que niveau conversion, Pépère est un peu spécialiste, vu qu'on le surnomme le roi aux 6 baptêmes, ce qui est aussi cohérent que Black M en tête du top 50. Et ce dernier va donc être couronné à Chartres en 1594 et sera surtout reconnu pour la signature de l'édit de Nantes en 1598 qui met officiellement un terme à la guerre de religion. Donc cependant, les tensions vont toujours rester présentes et certains vont même continuer à ne pas se rallier au roi et vers la fin de son règne, celui-ci a l'excellente idée d'engager une guerre contre l'Espagne catholique. En même temps, il faut se demander s'il n'a pas fait un peu exprès. Beaucoup de personnes ont pris cela comme une attaque envers le pape et cela a choqué beaucoup de Français, ce qui est notamment le cas de François Ravaillac, un mec sain d'esprit sujet à des hallucinations, lui ordonnant de contraindre le roi à reprendre la guerre contre les Huguenots. François, tu vas convaincre le roi de faire la guerre contre les protestants. Et avant de mourir, n'oublie pas de faire un selfie pour la postérité. Fort bien. Il va longtemps hésiter, mais un beau matin, comme une envie de fraise pour une femme enceinte, il va se lever et va décider d'aller tuer le roi. Et le 14 mai 1610, il profite que le carrosse du roi soit bloqué par une charrette rue de la Ferronnerie à Paris pour lui sauter littéralement dessus et lui asséner 2 coups de couteau, dont le deuxième lui sera fatal car il atteindra le poumon droit. Et vu que vous avez dit que j'étais un peu un psychopathe, je vais vous apporter un peu de joie de vivre en vous rapportant les détails sanglants de l'exécution de Ravaillac. Nestor, je t'en prie. Prenez un régicide, brûlez-lui les bras avec un mélange de soufre et de poids qui vont mettre littéralement à nu ses os encore craquants. Par la suite, arrachez-lui les tétons à la tenaille et versez-lui du plomb en fusion sur le corps. Enfin, pour la cerise sur le gâteau, écartelez le supplicié par 4 chevaux afin que ses membres soient traînés dans la foule dans une mare de sang. La recette de Nestor a l'air très inspirante, car la légende raconte qu'une femme se serait ruée sur un morceau de chair afin de le mordre à pleines dents. Quel délice, n'est-ce pas? Et c'est donc sur cette note très positive que se termine le premier Resto Speed. Merci d'avoir regardé et surtout d'avoir tenu le coup. Je sais qu'une première vidéo, c'est jamais génial. Merci encore à vous. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, bien évidemment, à liker si vous avez aimé, et même un pouce rouge si vous avez trouvé que c'était horrible. Merci aussi de me rejoindre sur Facebook, sur ma page Follow the Flow. Merci à tous. On se redonne rendez-vous d'ici 2-3 semaines pour un prochain épisode. Et d'ici là, surtout dans ces temps très troublés, prenez soin de vous et surtout ne perdez pas le sens du partage et de l'humour. Et enfin, on va finir par un petit bonheur musical. Ciao tout le monde! Looking for a city built above. Looking for a city